Arrivé là-bas, c'était un choc. Donc, je suis passé de Nancy à New York City et ces données-là ont été transmises à l'OMS parce que j'étais le correspondant direct de l'OMS. Je me disais, mais pincez-moi, franchement. Alors là, je vous le dis, hein, il y a eu ma vie avant et il y a eu ma vie après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc je me présente, je m'appelle Yanis, je suis étudiant en troisième année de médecine à Nancy et vice-président chargé des projets au tutorat de la carabine ancienne. Exactement, et donc moi je m'appelle Tiski Boudjou, pareil, je suis VP projet au TCN, étudiante en troisième année de médecine à Nancy. Et donc on a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui professeur Zwili, Stéphane Zwili, donc il est professeur de médecine vasculaire. Si vous voulez vous présenter en quelques mots. Écoutez, bonjour à tous, c'est ma première, on a l'impression d'être dans le légende de TCN au microscope, c'est génial. Et donc Stéphane Zwili, je suis professeur de médecine vasculaire à la faculté de médecine maïotique, métier de la santé, je travaille à Brabois. Ok, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière? Alors c'est une bonne question et j'ai du mal à me souvenir de quand ça a commencé, mais je peux vous dire un truc, c'est que depuis toujours j'ai aimé aider la personne qui était en difficulté. Mes parents me disaient, tiens, il y a une personne qui était handicapée dans l'école, c'est toi qui l'aidais à manger le midi, et on ne sait pas pourquoi. Je sais que j'avais vu un bouquin sur la vie, et notamment la vie du terreau, j'avais trouvé ça juste incroyable, cette histoire de Homo sapiens sapiens, c'est la vie et tout ce qui était en lien avec ce corps humain sur Terre, l'anthropocène, hein, le fait qu'on soit sur Terre là. Et donc ça m'avait tellement inspiré. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis jamais posé la question de me dire autre chose que c'est ça qui me plaît. Résultat, j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis en même temps, de me dire que c'était ma manière à moi d'être utile. Et je trouvais qu'avec ce métier-là, on était quand même super utile. Mais on peut être utile avec plein d'autres métiers, hein. Mais en tout cas, c'était mon choix. Et ça a toujours été celui-là. Ok. C'est vrai que je vous rejoins complètement sur cette notion d'utile, d'être utile aux gens. C'est vrai que c'est un des... Il y a beaucoup de métiers qui sont évidemment utiles à leur manière, sur certains aspects, mais sur l'aspect vraiment humain et altruiste, je trouve que la médecine répond vraiment à tous les critères possibles et imaginables. C'est vraiment ça qui m'a fait pencher personnellement la balance à partir sur médecine plutôt qu'en droit ou plutôt qu'en d'autres métiers qui sont aussi prestigieux. Mais c'est vrai que c'est l'utile, l'altruisme, Ça touche la l'humain, santé, donc la santé. tout le monde, à un moment donné, je le souhaite pas, mais tout le monde, à un moment donné, rencontre des problèmes de santé. Et donc le fait de pouvoir aider ces personnes dans ces moments-là où ils sont vulnérables, C'est ça. c'est gratifiant et on se sent vraiment utile. Ça, je Surtout te que rejoins. le médecin, genre son seul but, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est d'aider l'autre, d'aider autrui et ne pas nuire. Et ça, c'est vraiment, je trouve vraiment magnifique, quoi. Écoutez, on se rejoint sur, On n'est pas là. sur la base, le Voilà. socle. Parfait. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Du coup, vous avez un peu répondu, mais Eh bien, alors oui, il y avait toujours ça en ligne de mire. Hmm. Évidemment, quand on ne pense qu'à ça, au bout d'un certain moment, on se pose des questions en se disant, bah tiens, oui, mais au fait, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et donc, j'ai essayé de regarder d'autres choses qui potentiellement pouvaient m'aider ou me plaire pour me parfaire dans mon choix de médecine. Et notamment, j'ai fait mon stage de troisième, je m'en souviendrai, c'était génial. J'ai fait ça dans le laboratoire utilisant le rayonnement électromagnétique à Orsay, Paris-Saclay. C'est les accélérateurs de particules. On m'avait emmené sous terre avec les protons et les électrons, tout ça. Ça me faisait. Je trouvais ça incroyable, les bosons de Higgs, le boson Z, etc. Trouver, comprendre la matière, comprendre pourquoi on est là, etc. Avec tous ces physiciens qui s'extasiaient devant des petits écrans LCD en noir et blanc en faisant bip bip. Ah, regarde, regarde, on l'a, on l'a. Je trouvais ça juste incroyable. Et je trouvais que ça apportait beaucoup de hauteur finalement à notre place d'humain où il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. L'infiniment petit, bonne chance, l'infiniment grand, pareil. Eh bien, je trouvais ça intéressant. Et aussi sur ce versant scientifique, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant de plonger aussi dans ce monde-là de physiciens quantiques. Évidemment, ça n'a pas été mon choix, mais c'est quelque chose qui m'avait aussi intéressé en me disant, tiens, en fait, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui pourrait me plaire? Mais voilà, dans une famille de scientifiques. Donc c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu abreuvé au biberon, avec un attrait. à un attrait un peu plus pour la science. Mais voilà, donc j'ai testé un petit peu, et puis finalement,
je suis pas du tout parti de ma voie et c'était vraiment ça depuis le début. Et Un j'avais pas de plombée, objectif. quoi. Je n'avais pas de plombée. Ok, Ça, c'est intéressant. ouais, c'est... Faire un one-shot médecine. Voilà, c'est ça. Euh, Te c'est- donner pour... Alors, ouais. Ce qui m'a guidé, c'était vraiment, je dirais, enfin, et sans blague, hein, c'est pas parce qu'on est ensemble sur cette chaîne que j'en parle, mais sans blague, Jean-Claude Duss avec Vas-y sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Ouais. Ou alors, si on prend un peu plus d'auteur, le Cid, Corneille, à vaincre son péril, en triomphe sans gloire, c'est un autre style. Mais globalement, c'est ce qui un petit peu m'a drivé, parce que j'avais pas le choix. Et puis j'ai rencontré l'amour de ma vie aussi en deuxième année, et donc en première année. Donc si je ratais et qu'elle, elle passait, Ah. ça c'était un bon Et- moteur aussi. Ah oui, là, Donc c'est la fin, après. ça c'est un énorme moteur, mais globalement, euh, c'est pour cette raison que finalement je n'avais pas le choix que de faire ça. Ce qui me Génial. plaisait, et en même temps, écoutez, continuer aussi avec la personne que j'avais rencontrée. Incroyable. Ouais, dans les grands parcours, il y a toujours un pourquoi. Ça, Ah j'ai pu le voir même dans des biographies que j'ai pu lire ou dans des documentaires. Toujours, les grands athlètes, ils ont un pourquoi. Votre pourquoi, ben, c'était votre attrait pour la science et aussi ben, un amour. Plein de petits pourquoi qui ont fait un grand pourquoi. Et... Et puis il y a aussi, il y a aussi deux points importants. Enfin, il y a deux étapes aussi, je pense, si on regarde ça un petit peu de manière rétrospective, qui m'ont forgé. Ça aurait été des échecs. Vous allez me dire, Complètement. mais mon Dieu, des échecs. Ouais. Oui, je vous le dis à tous, oui. Je n'ai jamais été parfait, de manière très humble. Je me suis planté. Je faisais plein d'informatique avec mon meilleur ami qui lui a fait Centrale Paris avec un autre polytechnicien. J'étais le petit canard qui avait fait médecine, le pauvre. J'ai fait plein d'informatique quand j'étais en seconde. Ben, au final, j'ai repiqué ma seconde. Mes parents, je vous raconte même pas à quel point ils étaient très heureux d'avoir un fils qui repiquait pour faire de l'informatique et pour faire d'autres choses que ses bouquins. Mais finalement, euh, ça a été quelque chose qui m'a piqué d'un certain côté en me disant, bah tiens, mince, c'était pas dans mes plans, c'était pas ce que je souhaitais. Moi, j'avais alors, c'était pas des ambitions en mode je suis opportuniste, ambitieux, non. C'est que j'avais envie de vraiment de donner un sens à ma vie. Et je me suis dit, oh là, je crois que ça a un petit peu C'est du vrai. ça a divergé par rapport à ce que je souhaitais. Et ça m'a d'autant plus donné envie de me recadrer, parce que ça, c'était un vrai truc. Et puis la deuxième étape aussi, c'était, je parlais comme un boomer, le PCEM 1 à l'époque. C'est bizarre, le temps passe tellement vite, hein, mais c'était en 98. Et à l'époque, il y avait 8% d'admis. Donc forcément, je ne faisais pas partie des 8% la première année. Je faisais partie des 92% qui repiquaient. Donc j'ai passé la P1 en 2 années, ce qui fait que c'était une deuxième année où je m'étais pris un boulet à me tirer et je me suis dit, non mais bon, ok, très bien, là, j'ai pris, comme diraient certains chanteurs, j'ai pris du recul pour prendre de l'élan. Mais là, c'est bon, maintenant, tu as pris suffisamment le recul, tout le recul qu'il fallait dans ta vie, maintenant, fais ce qui te plaît et donne tout et vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'était comme ça que ça s'est fait. Donc tout n'a pas été si rose que ça. J'ai connu les échecs, mais au contraire, ces échecs m'ont permis de comprendre et d'apprendre et de m'améliorer finalement. C'est ce qu'il faut valoriser. Ça forge. Ah oui, De ça toute c'est façon, sûr. et tue pas rend pas rend plus fort. Je suis d'accord avec toi. Petite citation. Exactement. On va faire des citations aujourd'hui. Podcast Je vois que citation. vous êtes Ça bien. marche. Moi, je voulais juste rebondir sur un point que tu avais dit, toi, tout à l'heure, Yanis, quand tu disais qu'il y a toujours un pourquoi qui avait justement fait de grandes carrières. J'aimerais aussi rassurer les gens qui n'ont peut-être pas de pourquoi, parce qu'il y en a, c'est dur de choisir ce qu'on souhaite faire à un si jeune âge, en Bah, vrai. bien sûr. Quand on a 17 ans, 16 ans, 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. On se dit pas, oh là là, pendant 50 ans, je vais rester dans le même métier. On ne sait pas quoi faire. Donc c'est vrai que les pourquoi, c'est compliqué aussi à trouver. Donc si jamais vous êtes jeune lycéen, même collégien, même étudiant, même actuellement en médecine, mais que vous avez pas de pourquoi vous faites ça, juste vous avez aimé, tenez-vous à ça, je pense. En vrai, Ouais, bien tenez-vous sûr. à ça et vous allez apprendre dans tous les cas et vous allez trouver. Et puis, c'est jamais trop tard pour une réorientation non plus. Donc en soi, voilà. Ah non, bien C'est sûr. juste Mais pour un rassurer. pourquoi, ça peut être une motivation aussi. Hein. Faut Mm. pas penser à un pourquoi. Je suis pauvre, je veux devenir riche. Enfin, un pourquoi, ça peut vraiment être j'aime la médecine, j'aime mon prochain, je veux réussir. Et ben, c'est mon pourquoi. Je sais pourquoi je fais ça. C'est ça. Mais ouais, peu importe l'horizon vers lequel on se tourne, je pense que oui, faut pas s'inquiéter si on n'a pas de pourquoi. Mais en réalité, si on fait quelque chose, je pense qu'on a un pourquoi dans tous les cas. Enfin, En fait, on se je base pense sur que- une valeur globale
Et C'est ça peut ça. pas être forcément un objectif, je veux avoir 10 cas dans 10 ans, Non, déjà c'est compliqué, mais plutôt de viser large, et puis ça va s'affiner dans tous les cas. bien Je sûr. pense que c'est la même chose pour les spécialités aussi. Je pense qu'au début, on ne sait pas tout de suite, mais on Bien va sûr, revenir après. exactement. Et je pense que je prendrai une deuxième citation, c'est l'appétit vient en mangeant. Ah Oui. là là, C'est-à-dire c'est que oui, en effet, on n'a peut-être pas de pourquoi tout de suite, mais plus on commence à faire, et puis on se fait waouh, mais en fait c'est juste génial. Donc juste pour faire simple, les choses peuvent maturer aussi Mm. et faire en sorte qu'on puisse se trouver sa voie. C'était juste une petite aparté là-dessus. Parfait. prochaine, c'est moi la citation. Ok, ça marche. Et bah, du coup, c'est un peu encore dans le même type de question, mais est-ce qu'il y a eu un moment déterminant, une personne peut-être en particulier qui a influencé votre choix? Bon, je ne sais pas s'il y avait Parcoursup à l'époque, mais quand vous avez mis médecine, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui a décidé la finalité? Alors, je pense que c'est plus tard dans mon parcours où ça m'a aidé à choisir ma spécialité, Ok. là où le pourquoi, où il y a des personnes déterminantes, on pourra en parler. Avant, peut-être c'était ce, ce- alors, c'est ce que j'étais en train de me dire, hein. Je pense que j'ai dû rencontrer des personnes qui m'ont éclairé en me disant waouh, mais c'est juste génial. Et surtout le côté humain et l'altruisme. Et c'est ce qui, ça a été vraiment finalement mon fil rouge Hmm. qui m'a aidé là-dedans. Et c'est pour dire que c'est une motivation parmi tant d'autres, hein. Des Bien gens sûr. sont intéressés, comme on disait tout à l'heure, par le côté plus scientifique, que côté cognitif. Au contraire, la médecine, ça a un aura, ça attire énormément pour l'aura que ça peut avoir, aussi la place sociétale que le médecin peut avoir dans la société. Mais j'ai pas eu de. Et peut-être c'était peut-être aussi pour me démarquer. C'était pas pour me démarquer de mes parents qui étaient scientifiques sur des sciences dures. Euh, mais vraiment, j'avais déjà choisi ça. C'était quelque chose qui était Hmm. assez clair pour moi. J'ai réfléchi, je réfléchis, mais je ne vois pas le déclic. Hmm. Ça s'est fait, comme je disais, vraiment de ma CM2 très progressivement durant tout mon cursus Hmm. jusqu'à ma terminale progressivement. Ok. Donc je ferai peut-être un petit peu d'analyse avec quelqu'un et je trouverai qui. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Ça faudra Parfait. faire un flashback. Exactement, je reviendrai, on fera l'épisode 2 ensemble. Ah oui. Ah. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiant ou jeune médecin et comment les avez-vous surmontés? Alors, quel défi on parle pas en tant qu'étudiant en médecine ou en tant qu'interne ou médecin? Ça peut l'être. Ça peut être étudiant en médecine. Moi, je sais que, enfin, cette question Mm. plutôt personnelle, c'est par exemple, je me suis rappelé de mes premiers stages où il a fallu que je m'acclimate Bien dans les sûr, équipes, comprendre les codes à l'hôpital. Donc vraiment, bien cette sûr. question, c'est ouais, les défis Ouais, auxquels, tout à fait. Alors, en tant qu'étudiant, en tant bien que sûr. jeune médecin. Alors, je pense qu'il y a des défis, il y en a eu plusieurs. Un premier défi, ça a été de me faire un peu violence personnellement pour essayer d'avoir un cadre de travail. Parce que j'ai une nature où la procrastination, en se disant c'est pas demain tant qu'on s'est pas couché, ou ce genre de choses-là, fait que de nature on peut être plus en difficulté en se disant ah oui tiens voilà je prends l'exemple par exemple d'autres personnes autour de moi, voilà il y a le lièvre et la tortue, moi je suis plutôt le lièvre, ah bah tiens oui c'est après-demain l'examen, on va peut-être réviser, et donc il a fallu que je combatte ce genre de nature parce que j'ai appris à me connaître, parce que ça a été un point qui était extrêmement important, parce que si on n'anticipe pas globalement, bah, on est foutu. Si on ne peut pas apprendre une masse d'informations, et donc il faut de l'anticipation, et ça a été c'était contre nature. Mm. Euh, des défis également, c'était de faire face eh bien, à la souffrance des patients que j'ai pris de plein fouet, où au début on n'est pas armé pour recevoir ça. Et donc je parlais beaucoup, 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 beaucoup aux gens pour essayer de meubler, pour essayer d'éviter qu'ils m'en disent trop. Et puis finalement, une PH ancienne, quand j'étais en stage d'infirmier en deuxième année, me dit euh, écoute tout le temps, interromps rarement. Enfin, et Ouais, puis bien sûr. dans cette idée de l'écoute peut être salvatrice et heureuse pour faire en sorte que les patients puissent transmettre. Et puis voilà, j'ai pris mes premières claques d'un premier décès. J'ai eu des gens à qui, eh bien, au fur et à mesure, on pouvait tenir parce qu'on trouvait que c'était des gens qui avaient fait plein de choses bien dans leur vie. Malheureusement, la maladie tombait sur eux. Et ça a été vraiment pendant tout mon externat des petits moments où je me souviens, on dînait après avec mes parents au restaurant. J'étais en mode décalé en repensant à la situation, aux urgences.
avec la patiente qui était complètement pas bien. Je revoyais les images. Et, mais finalement, je me suis dit, waouh, on est juste à l'endroit où les patients peuvent compter sur nous. Et donc, j'ai pris plus cela comme une force que comme une faiblesse en me disant, eh bien, regarde le rôle que tu as à donner et qu'est-ce que tu as donné. Et en même temps, après, le rôle d'enseignant où tu te dis, tu vas faire la même chose, mais pour les étudiants, pour qu'ils soient aussi compétents que tu le souhaiterais. Et donc, ça a été plus quelque chose d'extrêmement motivant et ça a été un défi de gérer finalement la maladie en elle-même et la mort. Et puis ensuite, des choses sur les relations humaines, ça a été plus simple, parce que j'étais plus dans mon cercle de confiance ou de choses pour lesquelles j'étais plus à l'aise par rapport à d'autres. Donc ça, j'ai pas trop eu de difficultés, mais vraiment la structuration du travail et puis la découverte de la maladie finalement. Moi, j'aimerais bien revenir sur ça. Là, d'un coup, ça m'est venu durant mon premier stage à l'hôpital. C'était en chirurgie cancérologique. Et c'est vrai qu'il y avait une patiente, c'était la première fois que je voyais ça. En fait, elle avait une sonde nasogastrique et elle avait été trop collée. Et donc, ça lui avait fait un début d'escarre, en fait, sous le nez. Et donc, la patiente, elle était horrible. Mais horrible. Et tout le service disait, oh, cette patiente, elle est horrible, tout ça. Et en Physiquement? fait, non, comportement. Ah, En dans le fait, comportement, ok. ouais, ouais, vous avez raison, parce que c'est vrai, elle était horrible dans le comportement. Elle avait des réactions super enfin, exagérées. Elle criait, elle se laissait pas faire, tout ça. Et je sais qu'au début, les infirmières, enfin, moi, c'était la première fois que je voyais ça, et je me disais, ah, ça, c'est compliqué, tout ça. Et en fait, 2, 3 jours après, donc ils l'ont pris en charge, ils ont soigné, et quand elle est partie du service, c'était une autre personne. Elle était super gentille. Elle a marqué un mot sur une ardoise. J'y pense encore, où elle marque merci beaucoup pour vos services. Je donne très difficilement ma confiance, mais là, avec vous, j'hésiterai plus jamais, en tout cas quand j'irai à l'hôpital. Enfin, vraiment, euh, elle est partie, en fait, elle est arrivée dans un état et elle est repartie dans un autre état où, en fait, j'avais pas l'habitude de ces situations et ça m'a vraiment marqué. Donc, c'est pour ça, enfin, Ouais, c'est je ça. comprends totalement quand vous dites que un des défis, ça a été ouais, gérer les patients. Ouais, S'acclimater à la souffrance, c'est ça, hein. s'acclimater à la gestion de trucs qui est vraiment en grande difficulté. De temps en temps, quand on est étudiant hospitalier, on est en mode je capte toutes les informations, je suis spectateur d'un truc, mais j'ai aucun levier. Même si évidemment on peut avoir des leviers, on peut les apprendre ensemble, tenir une main, parler, voir la famille, faire preuve de toute l'empathie du monde qu'on peut avoir. Mais c'est pas simple à gérer. Et cette construction, c'est pour ça très raison que les études elles durent si longtemps, c'est que cette construction de posture de soignant, elle doit se maturer et surtout dans des bonnes conditions pour pas que cette souffrance-là ne puisse retourner contre la personne et puis après on peut dévier quoi. Mm. Ah, Donc c'était les deux défis, ouais. La masse de travail et puis la découverte finalement de la maladie. putain. Ok. Mm. Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais, Yanis, avec cette patiente. C'est vrai que, en fait, on se rend compte de... en fait, il faut déjà se dire qu'un patient, c'est un humain. Après tout, c'est un être humain. Il a une famille, il a une vie, il a une profession, il a toute une vie derrière lui. Et ça, c'est des fois compliqué quand on est dans le milieu professionnel et le travail. On le prend comme un patient, comme un cas, alors que c'est vraiment un être humain qui est devant nous et qui aussi a ses propres émotions et tout et tout. Donc c'est vrai que si elle vient dans cet état-là, voilà, elle était dans sa journée peut-être, et puis en plus ça lui fait mal. C'est Et ça. souvent les personnes n'expriment pas leur douleur de la même façon. Ça dépend de tellement de personnes, enfin, je pense que vous le connaissez bien mieux que moi. Et moi, quand j'ai fait mes premiers stages, ça m'avait assez surpris parce que j'avais passé beaucoup de temps, et énormément de temps, avec les patients, tout le temps, en les écoutant, du coup, en essayant de parler avec eux, comprendre leur vie, sans m'immiscer, mais voilà, je suis une aide, je suis une épaule, vous pouvez me parler, quoi. Et à la fin, quand ils venaient me voir et me disaient, ah là là, vous êtes la première à m'avoir fait ça, vous m'avez un peu réconcilié avec si, alors que j'étais que étudiante en deuxième année de médecine, même en troisième, bah c'est génial. Donc j'imagine même pas pour vous, les patients, le nombre de patients qui a dû vous voir et vous dire merci, ça doit faire Alors du baume au cœur. ouais, alors si et seulement si, eh bien cette compétence humaine que tu as pu donner à cette personne-là, tu la gardes Mhm. et tu l'amplifies au cours des années pour en faire une compétence complémentaire parmi les autres compétences en tant que médecin pour faire des diagnostics, pour bien opérer, pour ceci, pour cela. Mhm. Parce que si tu mets ça complètement de côté, ben finalement, les personnes te prendront comme un spécialiste de leur maladie, mais pas un spécialiste de leur
être de Mm. manière globale. Et moi, je ne suis pas spécialiste de maladie, je suis spécialiste d'humain, Mm. avec des maladies. Et donc, si on est en mode centré sur le patient, on a cette globalité, en effet, on en tire énormément de bénéfices. Si on se comporte comme ça et qu'on l'utilise comme un vrai outil complémentaire, parce que ça fait partie de la base, et les patients nous le disent tous, on a tellement besoin d'avoir une épaule sur qui éventuellement compter, et puis même discuter entre êtres humains. Ça pourrait être pour tous les deux hein, Bien sûr. une source de retour positif vis-à-vis de la relation de soins que vous avez avec vos patients qui va être juste génial. Ils vont le rendre au centuple. Et donc, Mm. c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de vous investir là-dedans, même si c'est compliqué, parce que si on s'investit, ça veut dire qu'on peut s'investir émotionnellement, ça veut dire qu'on Oui. s'investit en temps de temps, est-ce qu'on a du temps, dans un modèle contraint, c'est toute la difficulté. Mais je pense que la base, c'est ne pas perdre ses valeurs et son ligne rouge. Et en effet, tu étais, si le patient te parlait de ça, c'est que finalement, tu étais peut-être une des rares dans le service qui se posait et qui parlait avec le patient. Mais finalement, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse tous. Et Mm. souvent, les soignants, hein, infirmiers, etc., nous disent souvent, bah oui, il y a la visite médicale qui passe, et puis après, il y a l'infirmier qui reçoit toutes les Mm. informations en disant, en fait, j'ai pas compris, au fait ceci, au fait cela. Alors ça, c'est de moins en moins vrai, parce qu'on on espère que, en effet, cette compétence relationnelle, elle puisse être transmise et ubiquitaire dans l'ensemble de la population médicale, et on y travaille pour. Mais on a une marge de progression qui est énorme pour gagner en compétences dans ce domaine-là. Donc si vous l'avez, Mm. gardez-la, vous allez voir, ça va être juste être un levier majeur pour bien soigner vos patients. Mm. Oui, ça, Après, la situation dans les hôpitaux, elle est compliquée. Donc, enfin, c'est même, enfin, c'est même pas très étonnant ce point-là. Il y a dans certains services où, mais ça, c'est tout un autre débat où il n'y a pas assez d'effectifs ou pas assez de lits. Les patients, ils sont un peu enchaînés. Donc, enfin, Et d'un on autre les côté, enchaîne. quand on Donc, n'a pas d'argent, bah, il te reste que ça, bah, tant mieux, bah, c'est vrai. utilise-le, c'est gratuit. C'est exactement ça. Ça, vraiment, c'est une qualité qu'il faut garder et qui est gratuite, comme vous ça, je avez dit. trouve que ça coûte C'est rien, quoi. bah, Et c'est ça n'a pas de vraiment, prix. C'est bien ça. sûr. C'est Et- c'est de la politesse, c'est du Mm. respect, de l'attention. Ça va pas non plus prendre 10 ans, 10 minutes à parler tout le temps. Non, même 10 petites secondes pour dire comment vous allez. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, c'est vrai que L'attention ça change change tout. tout. Mm. Ouais, exactement. On se rejoint. Mais, Parfait. c'est bon. Mais du coup, oui, c'est vrai que ça rejoint du coup le fait que bah, voilà, professeur Zwili, dans notre cursus, propose du coup bah, une UE en fait complète sur être médecin. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir discuter sur ce point, puisque c'est aussi discuter du coup comment prendre en charge certains types de patients entre guillemets d'une manière plus émotionnelle et morale. Donc c'est vrai que c'est super intéressant en tout cas d'avoir ça à Nancy quoi. Donc je vous le dis comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi avant. Donc, C'est la médecine qui est belle. ouais. C'est juste nous, on est là pour la transmettre. Mm. C'est tout. Le partage des connaissances. Incroyable. Vous avez un rôle important au niveau du QESIM, gestes médicaux, donc pour les gens qui ne connaîtraient pas, à Nancy. Que pensez-vous de cette nouveauté, puisque ça date de 2010, de ce que j'ai vu, et quels sont ses avantages? Alors le QESIM, pour que tout le monde comprenne, c'est CUESIM, c'est Centre universitaire d'enseignement par simulation. Alors qu'est-ce que vient faire la simulation en médecine? Eh bien, on peut se dire maintenant que un patient, un voyageur qui rentre dans un Airbus ou un Boeing dont le pilote n'a pas été formé par simulation, eh bien, devrait autant avoir peur qu'un patient qui est suivi par un médecin qui n'a pas été entraîné par simulation. La simulation permet de toujours s'entraîner, mais jamais la première fois sur le patient. Ça, c'est l'adage. Je vais vous donner une comparaison directe qui va vous faire comprendre qu'est-ce que j'en pense. Si les études de médecine sont évaluées par des QCM, imaginons, ça c'était un petit peu voilà, ce qu'on avait l'habitude d'avoir, euh, eh bien l'étudiant très intelligent va apprendre selon la modalité d'examen. Bien sûr. Et donc j'ai déjà eu des étudiants qui m'ont posé la question, bah, Monsieur Zwili, au lieu de me poser une question, donnez-moi 5 propositions, je vous dirai laquelle est la bonne. Et là je fais, waouh, mon Dieu, c'est comme ça qu'on apprend. Bah oui, forcément, si on donne des QCM, voilà. Bien sûr. Et les QCM, pour moi, c'est un peu finalement le code de la route. C'est, bah tiens, bien, pas bien, je coche les bonnes cases qui sont bonnes sur mon petit clavier, etc. Bah, on est passé en médecine à l'évaluation type permis de conduire. Oui. Ou Pratique. une autre analogie, donne-moi la recette par cœur, code de la route, versus Top Chef,
ou Masterchef, Ouais, moi. ou tous les autres trucs de, voilà, voilà, meilleur pâtissier. tu me fais le gâteau au chocolat, je vois si c'est bon. Et ben, ce qui fait que on s'intéresse non seulement à la connaissance et le transfert des compétences. Donc pour moi, euh, je trouve, enfin en tout cas même pour notre génération, notre communauté hospital universitaire, les enseignants, etc., on pense que l'apprentissage par compétence, vous apprendre à faire les choses avec le savoir-faire, euh, un geste, le savoir-être, comment je vais pouvoir annoncer de mauvaises nouvelles, le gérer un patient opposant, le savoir devenir, comment je m'adapte à une situation où, bah mince, j'ai pas ce que je devrais avoir en main, comment je fais pour m'adapter dans une situation de crise. Euh, et puis en même temps, le savoir et interagir ensemble entre collègues et pas crier les uns sur les autres, mais au contraire avoir une belle intelligence collective, ça permet de pouvoir apprendre de cette manière-là. Et donc forcément, si on apprend par compétence, on va aussi apprendre par compétence. Si on s'évalue par compétence, si on vous évalue par compétence, on va apprendre par compétence, et ça c'est un point qui est important, mais qui est une condition obligatoire, cette compétence. euh, Ce qui est obligatoire, c'est qu'il faut que la théorie soit là et le socle soit là. Donc il ne faut pas aussi méconnaître la part de la théorie et la connaissance à transférer en compétences. Les deux sont importants. Mais donc moi je suis ravi depuis maintenant 8 ans d'être directeur médical du QESIM avec une sublime équipe et plein de gens qui gravitent autour et qui sont juste hyper motivés pour essayer de vous faire vous améliorer et pourquoi pas demain un top chef médical à la fac de médecine de Nancy. Ce serait super. Écoutez, Mais non, c'est vrai, enfin, je vous rejoins totalement. Et votre exemple, ben, on peut même l'illustrer. Moi, je sais qu'en deuxième année, du coup, on a ce qu'on appelle le QSI, où on va et on fait des différents ateliers. Il y a un atelier, c'est la ponction lombaire. Et donc, la ponction lombaire, oui, il faut la faire parce que si on fait que des QCM, eh ben, on va arriver devant un patient, on ne saura pas faire une ponction lombaire. Mais par contre, il faut savoir que la moelle épinière, elle finit en L1, L2, ça dépend. Il faut savoir comment piquer, où piquer. Il faut connaître son théorique et après le mettre en place avec des simulateurs. Et donc, c'est vrai que le QESIM qui existe depuis 2010, je trouve que sur ça, ça peut que augmenter le niveau des futurs médecins. Tout à fait. Et puis surtout, c'est encore un sujet, j'imagine, d'actualité. Sans rentrer dans les détails avec la robotique et l'intelligence artificielle, je pense que c'est que mener à un futur prometteur, je pense. Donc c'est vrai que, en plus, j'étais allée, t'étais venue avec moi aussi. C'était l'année dernière, en deuxième année, il y avait le NASCIS Committee, oui. où du coup, voilà, il y avait des personnes un peu dans toute l'Europe, des médecins, des chirurgiens, des professeurs qui étaient venus pour parler en fait, voilà, de la simulation et de l'importance de la simulation dans la pédagogie en fait de la médecine. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était plein de spécialités différentes et il y avait plein de manières différentes d'amener la chose, que ça soit en chirurgie, que ça soit en médecine, j'ai envie de dire un peu plus pas conventionnelle, mais vous voyez de quoi je parle. Donc c'est vrai que c'était super intéressant de voir ça, que tout le monde était d'accord en tout cas sur ce point, qu'il y avait beaucoup de notions aussi de pluridisciplinarité qui rentrent en jeu aussi. Donc en fait, c'était pas mal, quoi. Donc le fait que ça soit à Nancy en tout cas, c'est vraiment un plus d'être ici, quoi. Ouais, on a une chance inouïe, c'est qu'on est le seul centre français de simulation, Mm. grâce aux efforts de plusieurs personnes, dont le professeur Nicolas Septembre, qui est chirurgien vasculaire, qui a conduit l'accréditation de notre centre comme centre accrédité par le NASCI, qui est en fait un réseau international, le réseau international des centres de simulation, et donc tout ce qui est pédagogie liée à la simulation. Vous aviez eu le gratin international qui était venu ici même, C'est ça, ici même, exactement. pour présenter les avancées, et vers où on va, d'autant plus que scientifiquement, il était prouvé que cet outil pédagogique permettait de réduire l'erreur médicale. J'avais vu une Tout à conférence. fait. Et donc ça, c'est juste énorme. Parce que l'erreur médicale, malheureusement, au sein de l'OMS, ça fait partie des grands chapitres de prévention. Nous sommes faillibles, nous sommes des êtres humains, et donc l'erreur errare humanum est. Une autre citation. Je suis en retard. Non, pas de derby, pas de derby. Mais globalement, on se rend bien compte que l'erreur peut être gérée, peut être réduite, pas réduite à néant, mais réduite grâce à ce type d'outils. Donc j'adhère à fond, et super que vous soyez, vous, des générations qui puissent en bénéficier, puisque demain, vous serez nos ambassadeurs, formateurs des plus jeunes, et vice-versa. Bien sûr. Et autre chose pour faire maintenant une Petit pont. déviation, autre chose qui peut vraiment nous aider, je pense, dans notre parcours,
et dont vous avez pu parler durant l'UE Être médecin par exemple. Et moi j'avais adoré vos témoignages, vos anecdotes. Donc c'est que vous avez une expérience à l'étranger, à New York. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela a vu le jour, ce que vous avez appris de cette expérience et les différences, que ce soit positives ou négatives, avec la France? Ah, large sujet, mais j'essaie d'être concis. Alors, New York. Pourquoi New York? Premièrement, parce que il est obligatoire et fortement recommandé, au-delà de fortement recommandé, obligatoire, lorsqu'on veut passer les différents échelons universitaires en parallèle de la carrière médicale pour atteindre le grade de professeur des universités, de faire une année en dehors de son université d'affectation. Donc, j'aurais pu très bien faire ça à Lille ou à Paris, mais lorsqu'on est dans de la recherche, et notamment en lien avec ces réseaux de recherche, si on a des gens qui sont plus loin situés et qui en même temps sont dans la même thématique de recherche, qui veulent bien vous recevoir, et en plus si c'est un pays anglophone, alors là c'est super sympa. Et bon, quand c'est à Manhattan en plus, là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Bien sûr. Donc moi j'ai une chance inouïe d'être sur une thématique de recherche où la principale personne qui était chairman de cette thématique-là était à Manhattan et m'a reçu un an, 2014-2015, et puis il y a un vrai investissement familial, hein, parce que si on est en couple, si on a des enfants, moi mon fils avait 11 mois quand on a atterri là-bas, c'est un projet de famille. Parce qu'on ne peut pas se dire, allez hop, c'est bon, j'y vais juste un an. Déjà, quand on voit le billet qu'il faut pour pouvoir aller C'est ça. là-bas, pour un an vivre là-bas, c'est quelque chose. Mais on Donc, se vous fait êtes aider par partis des. tous ensemble. Mais on est parti à quatre. Ah ouais. Maintenant, j'ai une fille, on est cinq dans la famille, mais à l'époque, on était quatre. On est parti, mon épouse, mes deux enfants et moi-même. Vraie histoire de famille où l'idée, c'était de passer une année après ma thèse d'université pour pouvoir valider cette année, au-delà de valider, s'ouvrir au monde et voir autre chose. Et en même temps, faire des coopérations et beaucoup travailler sur mathématiques de recherche. Donc déjà, arriver là-bas, c'était un choc. Donc, je suis passé de Nancy à New York City. Un an après, juste je fais un saut dans le temps, j'invite mon collègue au congrès de ma Société française nationale en septembre 2015 quand je reviens ici en France. Je l'invite pour le congrès national. Je lui offre une petite tasse où c'était marqué I love Nancy. Y. Il regarde la tasse, parce que lui était de New York, il me fait It's a joke. C'est vraiment une blague ton truc. Moi je dis non, 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 nous ici à Nancy, on est très pro, on est à fond, on est à fond. Ouais, New York, Nancy, la même chose. Évidemment, en termes de millions d'habitants, c'est pas tout à fait la même chose, mais on était à fond. On a fait d'ailleurs une super étude de recherche pédagogique entre Nancy et New York qu'on a publiée. Mais tout ça pour dire que, flashback, quand je reviens en arrière, j'ai passé une année de fou. Ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on fait peu de missions, on les fait super bien. La Covid nous l'a aussi montré, hein. La Covid Bien a sûr. tout supprimé et puis a simplifié certaines choses en disant, ben voilà, vous allez faire plus que ça. Et bon, on le fait super bien. Ce qui peut aussi nous laisser penser à savoir comment on peut répartir notre temps en France, où on a la valence de soins, de recherche, d'enseignement, de leadership. Et donc, gérer tout ça en même temps, est-ce que finalement on est super pertinent ou pas? Peut-être que si on réduisait la voilure, c'est une réflexion. Mais en tout cas, c'est difficile de faire super bien tout et plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Le deuxième point, c'est que j'ai appris que il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, ah, désolé. Non, non, là, je Je prends les perds. devants, Là, tu ça y perds, est. je suis désolé. Mais global, rattrape-toi. Non, non, mais t'inquiète pas, je t'en susurrerai d'autres à l'oreille. Mais purée, pour atteindre un niveau de publication et de détail, il n'y a pas de secret. C'est des efforts, c'est du travail, c'est de l'huile de coude. C'est c'est la, c'est vraiment se travailler au jour le jour. Et on sent bien que autant le soin, bah, chacun fait les choses de leur côté. Il y a des fois des petites compétitions locales ou régionales, mais rien d'international. Autant en recherche, il y a une compétition internationale et que les Américains, s'ils peuvent mettre le drapeau autre part que sur la Lune, mais un autre endroit où ils peuvent être des leaders, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, en Chine, l'explosion de la recherche en Chine font partie aussi de leur positionnement mondial en termes de grande puissance. Donc j'ai bien ressenti le fait que j'étais un petit Frenchie, qu'on me demandait, mais qu'on me laissait à ma place, en me donnant un petit peu de choses, sans m'en donner. Et puis après, bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire en sorte de développer beaucoup de choses. Et puis je me rends compte aussi que le pouvoir, et notamment les clés et les verrous, des fois sont tenus aussi par eux dans certaines choses. Que de temps en temps, ils nous donnent un petit peu à manger. Moi, j'ai eu la chance de rentrer par la grande porte et de faire partie de recommandations internationales où on était tous les deux, moi en Europe, lui aux États-Unis. On a publié
un travail qui nous a pris 10 ans. On l'a publié l'année dernière. Et donc, une définition d'une maladie. C'est pas tous les jours que ça arrive. J'étais super content. Mais voilà, j'ai passé une année de fou. Et puis en même temps, ce que ça m'a par contre appris, donc ça, c'est tous les points positifs. Ouais. Côté boulot, génialissime. Côté vie, alors c'était super. Hein, j'allais pas à la pépinière, j'allais à Central Park. Donc Pas c'était la autre même chose. chose. Mais par contre, il restait toute ma vie. Il me disait, mais pourquoi tu pars? T'es vachement bien ici, t'as tout. T'as tout. And if you want to make money, to do your money, stay here. Moi j'étais là, ouais, mais finalement, les cuits, les petits arbres, une maison, je suis bien en France. Et puis la cuisine me manquait. Et surtout, les deux trucs énormissimes où il y a une énorme différence, c'est la relation aux soins. Il y a la médecine et la santé. Je n'ai jamais vu des gens aussi en mauvaise santé, même pour des énormes hôpitaux où il y a eu Bono de YouTube qui s'est cassé la gueule en vélo, qui était hospitalisé, donc tout le monde disait bonjour, etc. Et ben les gens à côté, ils étaient dans un état de santé que j'ai jamais vu. Même voilà. Et parce qu'en France, on a la carte verte. Cette fameuse carte verte vitale, pas de plafond. C'est un plafond encore supérieur que la black. Hein. C'est vrai. Tu rentres, tu en as pour 300 000 balles. C'est une Tu, américaine tu aussi. ouais, tu mets dedans et ça paye sans devoir te dire pas d'autorisation, le plafond est. Voilà. Non, C'est vrai. c'est exceptionnel. Mais ça, c'est limite. Et donc, on a cette chance-là avec une médecine sociale, comme ils l'appellent, qui est juste unique au monde. Et là, malheureusement, les autres, aux États-Unis, c'est leur choix libéral, médecine libérale. Et chacun choisit ou pas de se soigner ou de se protéger. Ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième point que j'ai noté, c'était l'éducation et l'enseignement. J'ai payé 19 000 $ pour que ma fille de 4 ans, de 13h à 16h30, puisse être dans un lycée, n'importe quoi, dans une école. 4 ans au lycée. Très avancée, n'est-ce pas? Bah écoutez, c'est ma fille. Non, mais elle puisse être dans une école franco-américaine et donc apprenne à faire soit du yoga, soit de la pâtisserie, soit des petits collages, Ouais. soit du truc, le délire. Mm. Et que j'envoyais à la fin de cette année-là le chèque à une école privée en plein centre de Nancy, un chèque de 20 € pour pouvoir bloquer ma place pour mes enfants, pour l'éducation. Et il m'a dit, c'est combien le chèque? 20 €? Je dis, mais c'est une blague. Pour rentrer au lycée français où il y avait les enfants de Madonna, enfin le fils de Madonna, c'était des photos de l'enfant pour être certain qu'il était bien social. Attendez, vous pouvez pas, s'il vous plaît, demander à votre fille de serrer la main à John, comme ça on prend une photo et puis on montrera qu'il sera vachement social dans son book, pour montrer qu'il pourra rentrer dans le lycée français. Moi j'étais là, mais ce monde est fou. Et donc l'éducation gratuite, même si c'est payant, c'est gratuit. Et les soins, même si c'est un peu des fois payé en France, là-bas c'est un tube de diprozone à 250 $, enfin le délire. Et donc le soin comme l'enseignement, mais vive la France. Et donc c'est ce que je me suis rendu compte. C'est vrai. On ne se rend jamais compte de ce qu'on a tant qu'on ne part pas à l'étranger et que tous les gens vous disent vous venez de France, le meilleur pays au monde, Paris, I love Paris, etc. Et donc évidemment, on a plein de choses à faire, plein de marges de progression, mais j'ai ressenti l'image de la France de l'extérieur. Je me suis aussi rendu compte des choses que eux n'ont pas et que nous avons une chance indéfectible d'avoir. Donc voilà, globalement, cette année à New York, ce que ça m'a permis d'avoir, et puis par contre sur le plan professionnel, évidemment, là c'était d'une puissance absolue, j'étais dans une fusée SpaceX, ça m'a fait décoller, c'était génial. Ouais, c'est sûr que c'est une super expérience. Comme vous l'avez dit, déjà pour voir ailleurs, je pense que même hors médecine, là, en parlant hors médecine, je trouve que pour tout citoyen, ce serait bien d'aller voir ailleurs, de voyager, pour justement se rendre compte, comme vous avez dit, se rendre compte de la chance qu'on a. Bon, des fois, on a moins de chance, mais souvent, notre pays, il a des avantages quand même, comparé à d'autres pays, sur certains plans. En France, effectivement, que ce soit la sécurité sociale ou l'alimentation aussi, hein, on ne se rend pas compte, mais là, il y a eu un problème avec du thon récemment, et ça prend une ampleur énorme, et j'avais vu que dans d'autres pays, pour pas les citer, il y avait des problèmes comme ça tous les jours. Et en fait, ça apparaissait pas sur les journaux, tout ça. Et donc ça montre vraiment que quand même, il y a une attention. Et donc ça, comme vous l'avez dit, et on a aussi pu, dans un épisode qui va sortir, qui est déjà sorti d'ailleurs, avec le professeur Renaud, donc à Nancy, chirurgien thoracique, qui nous a dit ça, que l'année à l'étranger était, entre guillemets, obligatoire quand on voulait passer PUPH. Est-ce qu'il y a des destinations, bon, vous l'avez dit, New York, tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des destinations mieux que d'autres, ou c'est vraiment l'expérience à l'étranger qui compte? Alors, des fois, on n'a pas toujours le choix d'aller partout,
Parce que tout dépend des réseaux de recherche, des liens avec telle ou telle personne qui nous permettent de pouvoir se dire, tiens, je me permets d'aller là ou là. C'est sûr que de partir dans un pays anglophone, sur des... Ah, voilà, après, on peut très bien partir au Danemark, parce que peut-être qu'au Danemark, il y a l'équipe de référence. Et rassurez-vous, au Danemark, ils parlent tous anglais Ouais, bien mille sûr. fois mieux que nous, hein. Il n'y avait pas Mickey Mouse qui était traduit, qui était en Danois. danois. Non, non, c'était traduit, puis on entendait Mhm. l'anglais, c'est ce que me disaient mes amis danois, etc. à l'époque. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de meilleur endroit. Le tout, c'est les opportunités qui s'offrent à vous. Et puis, d'autre part, il y a aussi la faisabilité de cette année. Parce que si vous devez partir et laisser femmes, enfants C'est sûr. en bas âge, ou au contraire, parents, ou je ne sais qui, et vous mettre en difficulté, passer une mauvaise année à cause de ça, ça peut être un frein. Donc, je pense qu'il faut arriver à ce compromis et à cet alignement finalement des planètes, tant en termes de vie personnelle que de vie professionnelle. Et si ça match, alors là, oui, évidemment, outre-Atlantique, là j'ai un ami qui est parti euh, en, en Australie, à Brisbane. Ça devait être une année géniale, et il nous le raconte comme ça, etc. Donc, et puis c'est une opportunité aussi quand elle est devant nous, de se dire, waouh, on va découvrir le monde, c'est cool. Il y a l'internat pour ça, où on découvre la France. Et puis les stages Erasmus aussi quand on est étudiant. Mais passer un an, c'est quand même long, et donc c'est vraiment une partie de vie qui fait partie de nous après. Ok, une expérience incroyable. Parmi Incroyable. tant d'autres, parce que vous avez aussi réalisé une aide humanitaire Ah oui. en Ah, je voulais médecine le dire. à Madagascar. Ah, J'attendais. ben, pouvez-vous nous parler de cette expérience Oui. et que vous a-t-elle apporté? Je sens que... Est-ce Ah que oui. la date aussi, Alors 2001. quand ça a eu lieu? 2001. Waouh, ouh, Ouais. 2001. J'étais pas née. C'est ça, désolé. Donc oui, en 1922, n'est-ce pas? C'était non, en 2001, je partais avec une asso qui s'appelait Madagavi, Ok. qui était une asso dentaire, où et en même temps qui faisait de la prévention sur toute la santé buccale, et en même temps sur les infections, quelles qu'elles soient, avec le lavage de mains, et puis du matériel aussi pour l'ensemble de la communauté. Ça m'a... Il y a eu ma vie avant, franchement. Alors là, je vous le dis, hein, il y a eu ma vie avant et il y a eu ma vie après. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu un choc. Je pense que je suis pas revenu complètement en pleine forme mentale ou physique, où j'ai peut-être perdu 10 ou 12 kilos, parce que je pense que ça avait duré plusieurs semaines. Je crois que c'était 6 semaines, enfin c'était assez long. Euh, Parce que j'ai eu de plein fouet la pauvreté. Et en même temps, des gens qui finalement pouvaient jouer au foot pieds nus, en se mettant des pics dans les doigts de pied, avec des sacs plastiques où ils mettaient de la ficelle et c'était des ballons, avec puis on reniflait un petit peu, pouf, et puis etc. Puis avec les breloques et puis les habits comme ça, puis les gens ils avaient l'air heureux, par contre pas forcément en bonne santé, mais un tel décalage par rapport à notre société, mais un tel décalage. Alors en moins bien, en mieux, c'est pas l'objet, mais un tel décalage, où je me suis dit, mais sur quelle planète je suis? Je suis revenu en plus, 6 heures après, on allait à un restaurant pour fêter l'anniversaire de quelqu'un qui avait invité tout le monde dans le resto chinois où j'étais allé. Pour moi, c'était une grosse somme. Et je me suis dit, comment il a pu claquer tout ça alors que des gens, ils n'ont pas de rideaux? Et pourquoi j'ai des rideaux chez moi? J'en étais à Bah ces oui, questions bah, existentielles. Donc, au-delà de ces questions existentielles, je me suis dit, mais c'est juste génial ce type d'expérience, parce que ça m'a fait vivre à 4000%. Quand on est là-bas, on ressent les émotions un petit peu comme quand on est enfant et qu'on a ses cadeaux de Noël, quoi. C'est de l'explosif. Je me souviens très bien. J'ai toutes les flashs, j'ai toutes les images. Ça a beau être il y a 20 ans, c'était comme si c'était hier. Je ferme les yeux, je vois encore un tel, un tel, un tel. Pour moi, c'était un moment rare, finalement, où je me suis rendu compte de ma place en tant qu'être humain et non plus qu'en tant que médecin. C'est de me dire que, waouh, s'il faut essayer de faire en sorte d'aider la planète entière, on a du taf. bah, c'est ça. Mais voilà, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Je suis revenu avec énormément d'humilité. Et puis ça m'a peut-être aidé aussi dans mon chemin sur l'intérêt de se donner à autrui. C'est quelque chose qui m'a peut-être, je pense, énormément fait déployer ça. Parce que ça m'a donné un sens, finalement. Mais non sans déstabilisation. Mm. Donc Il a c'était fallu quelque chose. s'adapter, je pense, Ah aussi. ouais, Ouais, c'est... C'est vrai que ça donne une vraie remise en question, ah ouais. que ça soit sur son propre bonheur, le bonheur de manière générale, Mm.
le jauger et puis se rendre compte du bonheur des autres pour si peu, entre guillemets, comme vous avez dit, voilà, il joue avec au foot et pourtant c'est le meilleur jour de sa vie. Donc c'est vrai que ça remet vraiment à sa place en vrai. Et ça pose beaucoup de questions et aussi ça attriste un peu de se dire, comme vous avez dit, qu'on peut pas sauver tout le monde non plus. Et ça c'était une question que je me suis posée en plus quand j'étais plus jeune, en vrai, c'était il y a même pas 2 ou 3 ans, mais Ouais, je c'était il y a longtemps. c'était il y a 2 ans déjà. Ah, ouh. Non, je me disais, waouh, je vais aller en médecine, etc. Je me rappelle, il y avait des gens qui étaient, enfin, des amis à moi qui n'étaient pas partis en médecine, mais qui m'avaient posé la question, et tu fais comment du coup pour les gens que tu peux pas soigner et tout. Enfin bref, c'était un peu bizarre comment ils me parlaient, mais comme quoi ils me disaient que voilà, comment dire, c'est comme un peu la place, je vais plus loin, mais de l'écologie un peu. C'est-à-dire que c'est un énorme problème et on est là à trier nos petits déchets, mais en soi, la planète, elle se réchauffe. Les urgences climatiques, on les a, hein, on voit maintenant vraiment ce qui se passe. Et pourtant, on trie quand même, on fait ce qu'on peut de notre côté, on essaye de manger bien, bio, vegan. Et finalement, on se demande la place que ça va prendre ensuite. Est-ce que déjà il y aura un impact aussi? Donc en fait, c'est vraiment des questions. Mais ça, c'est, je pense, pour toute problématique internationale et Planétaire. majeure et planétaire que cette question se pose. Donc en soi, on fait ce qu'on peut dans notre petit comité, on va dire, ou localement, nationalement si on arrive. Mais c'est déjà énormément, je pense. C'est ça, c'est déjà pas mal. Faire de notre mieux. Voilà, ça. comme ça, on se lève, on se regarde dans la glace, et puis on pourra se retourner dans quelques années en se disant, bah, c'est bon, j'ai pas perdu mon temps, quoi. C'est ça. On fait le colibri, avec petite goutte à petite goutte pour essayer d'éteindre un feu. Mais ouais, ça m'a beaucoup marqué et franchement, je conseille aux gens de pouvoir, si cela leur plaît, parce qu'il faut quand même être armé psychologiquement pour aller là-bas, d'y aller avec une bonne équipe, etc. Mais si ça plaît aux gens, il faut le faire. C'était dans le cadre de la médecine? De la médecine, c'était l'association de ma fac qui était en collaboration avec l'association de la fac dentaire et les deux en même temps partaient à Madagascar. D'accord. Donc on a apporté du matériel, on s'est occupé aussi d'un dispensaire avec des accouchements, on a fait des olympiades où le but c'était de pouvoir laver, on faisait des grosses croix en noir sur les mains des gosses et puis ils devaient se laver le plus rapidement les mains et que, regarde, super, j'ai plus les croix et j'ai encore les photos, je me souviens, on avait fait tout un dossier après pour montrer exactement tout ce qu'on avait fait. Aussi, les mairies qui nous avaient financé nous avaient permis de partir. Donc c'était énorme. Ouais, génial. Top. Après, Super. il y avait juste un truc, je pense qu'on ne vous avait pas posé la question, mais à propos de votre parcours académique, du coup, vous n'étiez pas tout le temps à Nancy? Vous étiez... Alors, c'est ça. Je suis né en banlieue parisienne, à Béclère, à Clamart. Je suis resté toute ma vie à Antony. Je suis parti d'Antony pour aller à la fac de médecine à Brossé-Hôtel-Dieu, qui est Paris 6. À l'époque, elle n'existe plus. Maintenant, c'est avec Cochin-Necker, Paris 5. Rue de l'École de médecine, un magnifique endroit avec la bibliothèque universitaire. Là. Le musée de l'École de médecine, vous pourrez aller voir le scalpel qui a permis de soigner la fistule anale de Louis XIV, qui a permis d'ouvrir et de créer l'académie de chirurgie, etc. à l'époque. Donc c'est génial en termes de... Voilà, donc c'est un lieu un peu vraiment sympa avec la tombe de Danton et tout ça. Donc fac de médecine magnifique, en plein centre de Paris. Et puis 2004, j'étais avec ma copine à l'époque, qui maintenant est mon épouse. Et il a fallu se dire, bah, tiens, où est-ce qu'on part? Parce qu'on n'avait pas le classement pour. Rester à Paris et en même temps faire ce qu'on souhaitait faire, une spécialité médicale, et elle voulait faire l'obstétrique. Et donc on s'est dit, où est-ce qu'on part en restant en même temps et en même temps pour faire ce qui nous intéressait. C'est en 2004, il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans et 5 jours, je suis arrivé ici. Wow. C'est mon anniversaire. Ok. Joyeux anniversaire. Et donc, 5 20 jours. ans, voilà, maintenant je dis 20, c'est bon, c'est fait. Et on est arrivé en 2004 ici pour faire l'internat. Et donc j'ai fait tout l'internat, 2004 jusqu'en 2009, avec une année pour faire une année de recherche. 2009, j'ai été nommé chef de clinique. J'ai eu cette chance pour moi, c'était, waouh, je reste au CHU, je peux faire du soin, de l'enseignement, de la recherche. En même temps, continuer à faire de l'enseignement. Je faisais des confs à tous les externes, c'était génial quand j'étais interne. 2009-2012, je finis mon clinica, je suis nommé maître de conf, donc maître de conférence des universités praticiens hospitaliers. 2012-2014, je suis maître de conf. 2014-2015, je pars aux États-Unis. 2015-2016, je suis maître de conf. 2016, je suis nommé prof des universités. Et donc, ça permet de pouvoir ouvrir ses ailes et de légitimer, de pouvoir faire des projets sans limite.
Bien sûr. la limite de notre esprit. Et puis surtout, essayer de fédérer, faire plein de trucs sympas. C'est comme ça que ça s'est fait. Top. Et du coup, pour rebondir sur l'aspect un peu recherche Oui. maintenant de votre carrière, donc vous avez plus de 180 publications dans des revues à comité de lecture, ça fait beaucoup. Est-ce que vous pouvez parler de celle qui vous tient le plus à cœur, ou alors celle qui vous a le plus marqué, ou celle où vous avez plus mis du temps? Alors, ouais, j'ai accouché de jumeaux il y a, je dirais, 1 an, avec coup sur coup, juin-septembre, à quelques mois près, de 2 énormes publications. Enfin, quand je dis, alors je vais essayer d'être factuel, parce que sinon ils vont dire, ouais, il a le melon, il a la tête qui gonfle, truc Non. chouette. Alors déjà, à 180 publications, euh, voilà, elles se sont faites, ça demandait beaucoup d'investissement, mais pareil, l'appétit vient en mangeant, c'est ça, on commence à en faire une. Ah oui, c'est cool, et puis on a un patron qui est hyper bienveillant, qui donne envie de continuer d'en faire, et donc mon mentor, je ne le remercierai jamais assez, qui m'a conduit, m'a dit allez hop, je te pousserai, je t'en ferai, si on faisait la deuxième, la troisième, et après on compte plus finalement, mais on est dans une dynamique. Hein, c'est comme quand on fait le 110 mètres haies, on en fait une dizaine, on s'est pas rendu compte de celle qu'on a passée, puis on se retourne à faire ah ouais, ça fait pas mal quand même. Mm. Mais il y a des gens qui ont publié bien plus que moi, mais en tout cas, je suis assez content du travail qui a été fait. Et pour refinir sur ce que je disais, il y en a eu 2 qui sont sortis à peu près en même temps. Publication, il y en a une qui m'ont pris 10 ans, 2014-2024. C'est les critères de définition d'une maladie qui me mettaient en responsabilité avec mon collègue de New York sur la définition d'une maladie qui permettait de pouvoir mettre tout le monde d'accord sur comment on diagnostique cette maladie pour ensuite inclure des patients dans de la recherche. Donc c'est un papier majeur parce que ça révolutionne complètement. C'est énorme. Pour moi, j'étais transcendé en me disant waouh, c'est génial. Finalement, ce que tu faisais le soir, le truc, le chouette, à partir d'un crayon à papier, d'une feuille, et ben maintenant, ça va avoir un impact planétaire pour le diagnostic de patients pour cette maladie en particulier, qui est une maladie rare. Ça, je trouvais ça juste génial. Je me suis dit, bah tiens, ça peut servir vraiment à quelque chose. Puis le deuxième, ça a été une aventure humaine incroyable, qui sont arrivés en même temps. C'est la Covid est arrivée, a fait plein de morts, et la problématique de la thrombose, qui sont des caillots de sang, notamment dans les poumons avec l'embolie pulmonaire, est arrivée au cours du Covid. Ils ont dit, waouh, c'est un truc énorme, etc. Comme malheureusement on a eu la vague Covid en premier dans l'Est, j'étais le premier à me rendre compte, grâce à mes collègues de réanimation qui sont venus me voir en me disant Stéphane, il y a un problème. C'est là qu'on a pu faire émerger une proposition de recherche en se disant bah, tiens, on traite les patients et malgré le traitement, ils font des thromboses. Est-ce que la dose serait suffisante? Est-ce qu'on ne ferait pas tester une dose supérieure? Et donc là, j'étais à la tête, mais sur un truc qui m'a complètement dépassé, parce que j'ai eu l'idée le 23 mars, c'était le jour de mon anniversaire en 2020. Allez les amis, il faudrait qu'on fasse un essai thérapeutique. Le jour même, tous les centres français me disent ok, notre réseau de recherche. 2 semaines après, vu que ça allait très vite, j'avais les autorisations réglementaires, blabla, le financement. Il y a eu le tampon national de cette étude en disant c'est une étude priorité nationale de recherche. J'étais là, oh, c'est génial. Attendez, je suis là, mais je suis passé par hasard et là j'ai ça dans les mains. Vous me donnez un diamant, c'est un truc de fou. Et finalement, j'étais à l'origine de cette étude-là. Il y a eu plus de 20 centres CHU et centres hospitaliers qui se sont donné la main. C'est quelque chose qui me plaisait, ce travail collectif, le collaboratif, etc. Pour répondre à cette question de recherche, on l'a publié dans un des journaux du Lancet, qui est un gros journal. Et ces données-là ont été transmises à l'OMS, parce que j'étais le correspondant direct de l'OMS, où je disais, mais pincez-moi, pince-moi sur un bateau, pincez-moi, qu'est-ce qui se passe quoi. Je suis correspondant à l'OMS, mais finalement, je suis arrivé là pour ce que je faisais. Bien sûr. Et je ne suis pas arrivé là parce que j'avais envie de briguer cette C'est place. ça. Vous comprenez le truc? C'était pas le but en C'est fait. pas le but, non. C'est parce que je faisais le truc avec entrain, dynamisme et surtout de motivation, et j'avais envie de changer les choses. Et on a publié des résultats, et là, il n'y a même pas 2 semaines, ont été publiés tous les résultats mondiaux de tous les différents centres, les Américains, les trucs, les chouettes, avec notre étude. Et donc, certes, dans la recherche, c'est un grain de sable, c'est rien. Mais pour moi, ça a été mon tout. J'ai dormi, mangé, vécu sur cette étude-là pendant 3 ans avec le CHU qui s'est donné corps et âme, et tous les universitaires aussi pour parfaire cette étude. Donc, entre les deux, j'ai du mal à savoir laquelle est ma préférée, mais disons que je pensais pas un jour, en commençant médecine, en me disant ouais, c'est cool, j'aimerais bien faire des trucs qui soient utiles, me trouver un jour à la tête de ce genre de responsabilités qui, pour moi, sont vraiment la cerise sur le gâteau d'une carrière en se disant bah, tiens,
on pourra se dire en se retournant, on a servi à quelque chose. Moi, Je vous laisse sans Que voix. ajouter. Waouh. Je vous laisse sans voix. Que ajouter mais, Mais, c'est vrai, avoir un aussi gros impact. C'est un à truc de l'échelle dingue. mondiale, enfin, on se rend pas compte, je pense. Même quand on le fait, je pense qu'on se rend pas compte. Mais même moi, je me rends pas compte Ouais, voilà, encore. c'est ça. Et je dis ça vraiment de manière un peu extérieure en regardant le truc, en me disant c'est juste incroyable, c'est génial. Mm. Loin de moi dire regardez ce que j'ai fait, c'est pas l'objet, Oui, vous avez oui, compris. Hein. ouais, c'est C'était et donc ça veut dire que tout est possible finalement c'est ça. si on. Et oui, j'ai appris un autre truc aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas plus con que les autres. Et franchement, on fait du super bon boulot, que ce soit en recherche ou en soins en France, et on peut être super fier. Et ça, on peut être super fier de ce qu'on est. Et c'est pas parce que ils ont des grosses bagnoles, ils envoient des fusées, je sais pas quoi, que on est moins bon. C'est Non, ça. non, 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 non. L'intelligence, elle est partout et de temps en temps même. Je pense que après, voilà, les moyens, le truc, le chouette, blabla, on peut en discuter, mais sur le fond, on a quand même des chercheurs en France d'une qualité assez exceptionnelle. Et donc se retrouver satellisé là-dedans, on se dit, ben, finalement, on a peut-être sa place. Et on est très fiers de montrer finalement que toute cette, euh, cette communauté, on la représente. Bien sûr. Et on la Oui. représente bien. C'est ça. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ah Je il recommence. l'a placé. Il y a Yes. eu une grosse pause. mais là, Bravo, c'est bravo, bon. bravo. C'était parti. Le compteur est débloqué. Et ben, pour parler d'autre chose qui vous tient à cœur, et c'est que vous avez pu être acteur et à l'initiative même d'opérations de sensibilisation des risques thrombotiques auprès du grand public. Quel est votre point de vue sur la prévention du coup, Ah bah alors la prévention, chers amis, prévention c'est tout. La prévention, finalement, il faudrait qu'on imagine qu'à chaque fois qu'un patient vient et présente une thrombose, eh bien, par exemple, je pense à une embolie pulmonaire, une phlébite ou un infarctus du myocarde ou un AVC dont les cardiologues, les neurovasculaires sont en charge respectivement, eh ben, on peut se dire que c'est un échec. Il y a eu un feu dans la forêt. C'est trop tard. Donc la prévention, c'est primordial. La prévention, malheureusement, c'est complexe parce qu'un peu l'histoire de l'écologie tout à l'heure, c'est la même chose. La prévention commence in utero, même la manière dont les parents vont se comporter dans leur vie de tous les jours va avoir un impact sur le bagage génétique ou épigénétique que la personne pourra avoir dans sa vie. Donc ça commence très tôt. Mais par contre, en effet, je suis pour une prévention parce que finalement, on se rend compte que certaines personnes ne connaissent pas tout. En prévention, il y a des trucs qui fonctionnent très bien, où ils ont toute la lumière sur eux, mais il y a plein d'autres choses pour lesquelles la lumière n'est pas sur eux. On pense par exemple à Octobre Rose, c'est juste génial ce qu'il fait, et tant mieux. On pense au Téléthon, c'était super pour les myopathies, mais grâce au Téléthon, bah, ça va servir maintenant à la recherche aussi sur d'autres maladies rares. Et ben, pareil, Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein. Il ne faut pas aussi méconnaître d'autres problématiques. Pourquoi la prévention sur la thrombose me tenait à cœur? Parce que ce n'est autre que la première cause de mortalité mondiale. Point final. Une personne sur 4 sur Terre mourra par une des conséquences liées à la thrombose. Donc on s'est dit, vu que c'est un petit sujet, on va peut-être faire un petit truc sympa. Et donc j'ai eu un plaisir fou à déployer pendant 3 jours avec l'aide du CHRU, de la Fédération de cancérologie de Lorraine, de la fac de médecine, d'associations étudiantes qui sont tous fédérés en se disant ouais, on est là, on va essayer de faire du bruit pour faire la prévention, parce que la prévention, finalement, c'est comme si je vous disais, vous allez prendre l'autoroute et vous êtes maintenant au courant que votre pneu est dégonflé et qu'il va peut-être exploser. Sauf que si vous ne le savez pas avant de prendre l'autoroute, il va se passer ce qui va se passer. Et que si on savait qu'on pouvait juste changer le pneu, ce serait cool. Bah, c'est exactement la même chose, mais dans la manière dont, dans la vie des gens, on va pouvoir orienter leur trajectoire. Et la société ne va pas forcément dans la bonne direction pour certaines personnes. Il y a un schisme complet avec des gens, tu disais, ouais, ils vont manger des graines de chia, vont faire vachement gaffe à ce qu'ils font, etc. Ils font du sport, tant mieux pour eux. Mais c'est une minorité et l'autre partie, malheureusement, sont en mauvaise santé dans la vie de tous les jours. Et de temps en temps, certains patients, je le sais, je vais mettre 50 balles sur la table, mais je leur donne rendez-vous dans 10 ans. Et ça va être des patients qui vont arriver avec des complications parce que tabac, obésité, hypertension, trucs. Mais sur des mots simples, on peut arriver à être avec un bon impact. Surtout ne pas faire peur, ça marche pas, mais plutôt être là pour expliquer simplement aux gens que chaque jour est une formidable opportunité d'être en bonne santé. Oh yeah! Et donc, allons-y. Mais donc, il faut faire des choix et des fois, évidemment, bah,
Des trucs plus sympas à prendre tous les jours, même non, non, je peux pas arrêter de fumer parce que si j'arrête de fumer, je vais être stressé, donc il me faudrait une clope pour me calmer. Et donc ça, c'est un énorme sujet également. Donc c'est compliqué, on est face à des choses qui sont bien ancrées dans la vie de tous les jours. Et comme dirait une de mes patientes, quand je lui dis ah bah, arrêtez de fumer, c'est comme un divorce, elle me regarde et me fait ah, c'est plus facile de divorcer, docteur. Donc quand on est face à ça, on se rend compte de l'ampleur de la difficulté et que la prévention, c'est extrêmement important. J'y crois et merci aux assos étudiantes de m'accompagner sur ces actions-là. Par contre, ouais, exactement, thumbs up, thumbs up. Merci à DCN, Les Chandelles et TCN. Mais on se rend bien compte que on a une marge de progression. Et vous, en tant qu'étudiant en médecine, acteur de santé publique, cette action de prévention, il faut que vous l'ayez tous les jours. Donc, hyper important. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, du coup, l'action de prévention auquel j'ai pu aussi du coup participer dans le cadre du TCN, c'était donc un match de basket. Donc ça montre vraiment à quel point la prévention, c'est partout, tout le temps, dans n'importe quelle occasion, on peut faire de la prévention. C'est pas forcément parce que demain on va chez le médecin et là on commence à faire des petites recherches. C'est tout le temps, c'est tous les jours. On devrait avoir des affiches partout en vrai qui diraient que attention à ci, attention à ça, faites attention. Et en plus, c'est que pour le bien de chacun en soi. Donc, on n'essaye pas de... Enfin, c'est que des habitudes saines en soi. Donc, c'est pas du tout à but de nuire. Donc, la prévention, il faut vraiment le voir comme juste un bon œil de professionnels de santé, d'experts qui se sont réunis. Et voilà, un peu comme l'écologie et tous les grands points clés en vrai. Donc, ouais, prévention à Ça fond. peut avoir un impact incroyable. Ah oui, En le prenant vraiment tôt, on se rend pas compte, vous avez dit, première cause de mortalité, vraiment, ça pourrait faire diminuer les chiffres drastiquement. Donc vous avez bien raison. Et il faut que nous aussi, plus tard, en tant que futurs acteurs de la santé, on appuie vraiment sur cette prévention. C'est ça, surtout qu'on est dans en fait cette. Bon, j'ai pas envie d'être dystopique et tout, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais c'est vrai qu'on vit voilà, dans ce monde pas en déclin, mais où voilà, dans certaines. On arrive à des seuils en fait, où au final ça commence à être compliqué. Évidemment, je pense à l'écologie, mais je pense à plein d'autres choses en même temps. Donc c'est vrai qu'on est vraiment cette génération. Des personnes se posent des questions, est-ce que je vais faire des enfants ou pas dans cette génération maintenant? C'est des vraies questions qui se posent, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même garder une part d'optimisme, de faire ce qu'on peut, surtout si on a des métiers qui peuvent impacter des gens. C'est le moment où il faut faire de la prévention et tous ces trucs-là, quoi. Et j'avais une question sur la médecine. Donc la médecine peut être un métier extrêmement stressant. Comment gérez-vous le stress et l'épuisement professionnel? alors, c'est une super question. Et finalement, je l'ai géré de manière différente au cours du temps. Euh, je me souviens très bien d'un étudiant en troisième année, quand j'étais au WEI, et moi j'étais en deuxième année, jeune patin, et un grand troisième, il était là, waouh. Il m'avait regardé, il m'a fait, Stéphane, quand tu bosses, tu bosses. Quand tu te détends, tu te détends. Et ça m'a marqué à tel point que je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais mon âme d'enfant, enfin d'enfant, non, mon âme de jeune de deuxième année a retenu ça. Et je lui ai dit, ok, très bien, bah, s'il m'a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Donc Rafik, si tu m'entends, hein, néphrologue à Boulogne-sur-Mer. Et donc simplement pour dire que ça, c'était un point qui était extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une partie où je sanctuarisais du temps. Et de toute façon, un point qui était important, c'était s'écouter soi-même. C'est-à-dire que, non mais ça a l'air débile ce que je raconte, c'est des trucs, je renfonce des portes ouvertes. Mais quand j'avais envie de dormir, de toute façon, j'avais pas d'autre choix que de m'arrêter. L'autre option, c'est quoi? C'est prendre des psychostimulants. Mais moi, j'avais eu des expériences d'amis qui avaient pris des trucs et ça leur avait permis de perdre complètement le contact ou même le contrôle d'eux. Ça m'a tellement fait flipper. Je me suis dit, mais jamais je peux perdre le contrôle. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai pas envie de finir vraiment mal. Et résultat, je me suis dit, pas de ça chez moi. Et donc, ça m'a permis de pouvoir me donner des garde-fous d'emblée en me disant, bon, écoute, quand t'es crevé, tu t'endors. Et puis, lutter contre la pression ambiante, parce que forcément, bah, quand il y en a d'autres qui bossent et qu'on ne bosse pas, on va culpabiliser. Donc ça, c'est toujours douloureux, mais il faut juste l'apprendre à l'accepter. Donc ça a été au début de ma carrière. Après, il y a des trucs qui m'ont énormément aidé pour me sentir bien. Un, les amis. Les amis. Aller bien se marrer.
s'éclater et en même temps se dire waouh, on a bien décompressé ce soir, hein. On est d'accord, hein, c'était cool, hein. Bon, très bien. Et ben ça a été pour moi un vecteur de bien-être majeur. Deux, ça a été le sport. Alors, vous avez vu, hein, je suis un super sportif devant l'éternel. Loin de là, hein, je commence à avoir des douleurs de vieux, malheureusement. J'ai passé 40 ans, 45 ans maintenant. Donc forcément, je suis pas super sportif, mais par contre, ça m'a fait du bien. Et le troisième point qui pour moi était un truc qui était extrêmement ancré, extrêmement utile, c'était la musique. Je fais de la musique, je suis musicien. En plus, voilà, je suis batteur de jazz. Voilà, j'adore ça. Ça fait des années qu'on tourne, on a même fait l'autre canal, c'était cool. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui pour moi, de temps en temps, j'y vais, je suis crevé, j'ai pas envie d'y aller, et puis je ressors en mode endorphine. Oh, oh, super, j'ai pas envie de dormir, je suis super excité, je suis super content parce que ça m'a fait du bien. Et finalement, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui me faisait du bien et qu'est-ce qui pouvait aussi et je fuyais tout ce qui potentiellement pouvait me faire du mal. Donc ça a été quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure du temps, il y a un truc qui est clair, c'est que l'entraînement m'a permis de pouvoir tenir. C'est-à-dire que quand j'étais externe, je faisais une nuit blanche. Certes, je la tenais, mais j'étais franchement pas bien. J'avais la nausée le lendemain matin. À la fin de mon externat ou mon internat, une nuit blanche. Certes, j'étais crevé, mais ça me faisait plus le même effet. Et là, de la même manière, tout ce qu'on a pu dire sur les publications, le travail, etc., j'ai raccourci mes nuits, ce qui n'est pas bon pour la santé, mais ce qui m'a permis de pouvoir faire tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Et la tolérance au moins de sommeil, j'ai pu l'acquérir aussi avec le temps. Donc c'est un entraînement. Mais clairement, je me suis toujours écouté. Et puis à l'heure actuelle, encore, mon seul stimulant et mon seul excitant, c'est le café. Point. Et puis, mon seul excitant et stimulant, c'est la motivation, l'envie, le bonheur, le plaisir de faire les choses. Ce qui fait que finalement, ça n'a pas meilleur, meilleur moteur. C'est vrai. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, ouais, ça, je vous le dis parce que j'ai pu voir des catastrophes autour de moi et puis des gens qui partagent à peu près les mêmes choses que j'ai pu faire. Et donc, faut revenir à ce que disait mon cher Rafik. Quand tu bosses, tu bosses. Quand tu bosses pas, tu bosses pas. Point. Et écoute-toi. Parfait. Ouais, Ouais. super important, hein, de s'écouter, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ça, enfin, personne peut aider des gens en allant mal. Enfin, c'est super compliqué. Donc, s'accorder du temps, faire du sport, comme vous avez dit, surtout pour les étudiants en médecine et même pour toute personne, je trouve que c'est vraiment important. Exactement. Et tu sais que je vais rebondir sur un truc parce que j'ai entendu batteur de jazz. Ah, j'ai cru voir un langage non verbal. Ouh. Déjà, j'adore le jazz de Ok, 1. cool. De 2, moi je fais du piano du coup. Ah, Donc, très je bien. suis pianiste et prof de piano. Ouh là là, Et level. Attention, moi je suis un petit amateur, hein. Certes, j'en fais depuis longtemps, mais c'est pas une raison, hein. mais du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez continué un petit peu à en faire durant Ouais. vos études? Si oui, ou comment, etc. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment compliqué quand on sort de tout ce qui est école de musique, conservatoire et tout, Ouais. de continuer finalement à jouer alors qu'on n'est pas... Alors moi je suis un autodidacte, je n'ai jamais appris au conservatoire, de toute façon Ok. j'étais trop nul à l'époque pour faire le conservatoire, et par contre j'ai appris tout seul avec une guitare à faire de la guitare, avec mon meilleur pote qui avait une superbe Gibson, et puis avec non de mon autre pote qui avait une super batterie, et puis je faisais tung 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 au début, et puis finalement ce qui fait que je suis parti vraiment sur l'envie et le besoin charnel de faire ça. Pour moi, c'est comme un enfant qui veut être pilote un jour dans sa vie, vous le mettez dans un cockpit, vous voyez ses yeux, ben c'est la même chose. Quand je m'asseyais derrière une batterie, je me faisais tout ça pour moi, c'est génial. Et là, c'est l'éclate absolu. Mais chacun peut avoir son plaisir dans des choses différentes, hein. Et donc, je ne l'ai jamais vraiment lâché. Quand je suis arrivé à Nancy, ma première truc, ça a été de voir dans quel endroit je pouvais éventuellement m'inscrire en MJC. Et là, depuis, je suis en MJC et ça fonctionne bien. Donc, ça a été un petit peu dans ce contexte-là. Alors, du coup, on reprend avec la partie plus rapide, plus concise, avec donc les anecdotes. La première, quelle a été la meilleure année en tant qu'étudiant en médecine? Waouh, meilleure année. Je pense que l'externat, c'était quand même une période assez stressante parce qu'on est toujours dans une incertitude de ce que je vais passer, pas passer, etc.
je dirais le début de mon internat, la première année d'internat. Où là, on arrive, on fait. Alors, c'est super dur, parce qu'on se prend le vent de face, et on ne sait pas faire, et on a une marge de progression qui est énorme. Mais le côté corporatiste, tous ensemble, on se tient les coudes, et deux, tu as les manettes, tu vas commencer à vraiment faire ton métier. Et puis, et trois, en même temps, la découverte du monde hôpital, puis aussi d'avoir son rang. Franchement, c'était, au début d'internat, c'était franchement le cadeau de tout cet externat. Donc, ouais, je dirais ça. D'accord. Et la pire, à contrario? La pire, parce que voilà, après l'internat, c'était que de mieux en mieux, et puis j'ai énormément de chance. La pire, je pense qu'en termes de stress, c'était. Moi, je pense que la première année, c'est quand même quelque chose. Bon, à l'époque, c'était 8% voilà, donc c'est un petit peu différent. Peut-être maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, la première année, j'en garde un souvenir un peu amer. C'était quand même chaud, c'était on-off, j'arrive ou j'y arrive pas. Et donc ça, pour moi, ça pouvait tout pouvoir basculer dans un sens ou dans un autre, donc c'est peut-être là où j'ai eu du mal. Parfait. Le diagnostic le plus simple. Eh ben, le diagnostic qui pourrait être posé par le patient lui-même grâce aux outils numériques Ah, et qui ok. ne se trompe pas. Hmm, Quoique, il faut se méfier des outils, Ouais. ils vont dire, tiens, j'ai peut-être une maladie rare qui est ça. On va dire ça. Ok. Allez, hop. Et à contrario, le plus dur que vous ayez posé? Un Eh ben ouais, patient peut-être? exactement. J'ai Ok. posé un diagnostic d'une maladie qui n'existait pas. D'accord. Waouh. Donc je suis tourné autour pendant 7 ans. Je suis une patiente. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Je lui ai promis. Elle m'avait dit Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. J'ai fait écoutez, on va essayer de chercher. Hmm. Et grâce aux avancées de la technologie, notamment de la génétique, on a découvert une nouvelle mutation qui a permis de découvrir une nouvelle maladie. On a eu un deuxième patient au Japon, un autre en Italie, puis maintenant c'est défini comme une nouvelle maladie. D'accord. Donc c'est une mutation qui décrit une maladie, un pseudoxanthome élastique avec mutation CYP2U1. Voilà, ça vous fait une bonne, Ok. une bonne, Ok. une bonne jambe de savoir ça, mais globalement, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Et on est face des fois à des patients en face de lesquels on est en face de maladies, on ne les connaît pas encore. Et c'est les outils qui vont nous permettre des fois de définir une nouvelle maladie, un patient zéro. Ça a été mon plus gros challenge, quoi. Et Ok. c'était votre sujet de recherche? Non, non, Ah, pas du tout, complètement autre c'était autre chose. chose. Ok, C'était d'accord. dans le cadre du soin, le hasard Ok, de la ça vie. marche. Je venais de Thionville, je passais par là, et puis pof. Ok. Ouais. Alors, la pire gaffe que vous ayez pu faire. Ouais, En tant que médecin. je cacherai les noms. Je dirais, j'essaie très bien faire un mémoire de Master 1 en essayant de faire en sorte qu'il soit exactement parfait. C'était comme un protocole, comme pour faire un vrai protocole. Et on m'avait dit, il faut vraiment que ça soit comme un vrai protocole. J'ai dit, ok, très bien. Sauf que j'ai pas compris, hein. Quand on me lance, je, voilà, je suis un peu allé trop loin. Et résultat, pour faire un vrai protocole, j'ai dit, qui dit vrai protocole, à la fin, il n'y a pas des signatures. Donc je suis allé prendre les signatures électroniques des patrons. Et j'ai mis les signatures électroniques qui ont été prises pour des faux. Ils m'ont dit, mais vous êtes fou de faire ça, c'est complètement hors la loi. Et j'ai été convoqué dans le bureau en me disant, mais il a fait ça exprès ou pas exprès? C'est un excès de zèle ou il a rien compris? Et donc, voilà, moi, je voulais bien faire. Ouais, Et là, je vous assure, c'était un petit moment de solitude où je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise et qui pouvait être éventuellement passible de la loi parce que falsification de signature, c'était quelque chose de grave. Mais j'avais fait ça par motivation en me disant, ils m'ont demandé de faire quelque chose au plus proche de la vérité, je vais leur Ouais. rendre le truc le plus nickel possible. Ok. Voilà. Ah, Le mieux est l'ennemi du bien. Ah, alors, mais- Ah ouais, voilà, voilà. Là, c'est fini. Je pense que je vais essayer de me rattraper sur les dernières, mais ça va être compliqué. Si vous n'aviez pas fait votre spécialité actuelle, laquelle auriez-vous faite? Euh, J'aurais fait une spécialité qui se voulait être très transversale. J'ai la chance en médecine vasculaire d'avoir une spécialité qui n'est pas une spécialité d'organes, parce qu'elle touche tous les organes, et donc ça me plaît parce que c'est hyper transversal. C'est hyper la totale médecine. Donc moi j'avais eu, j'aurais fait la pneumo. J'étais venu à Nancy pour faire de la pneumo initialement. J'ai pas choisi pneumo pour diverses raisons. Et la pneumo m'intéressait de par cette transversalité. Ça m'intéressait beaucoup. Quand j'étais en neuro, le patron de neuro voulait que je sois agrégé dans le service, etc. Et donc ça faisait partie des autres spécialités, mais une spécialité transversale de ce type-là, médicale. Ok. Ça marche. Parfait. Ok. Et si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier auriez-vous fait? Ben, je vous avais parlé du stage de troisième. J'aurais fait un métier scientifique, peut-être, avec des choses qui donnent du sens pour prendre un petit peu de distance par rapport à notre vie d'être humain. Est-ce que j'aurais été physicien quantique ou astrophysicien, je ne sais pas. Ça fait partie des choses qui me plaisent énormément aussi. Ok. Et quel est votre talent caché?
Hors médical. Hors médical. médical, Et ben la bien musique, sûr. batteur de jazz, voilà. J'avoue que ça, je m'attendais pas. Ah, ça, Ça, c'était l'info du jour. ok. La situation la plus gênante, la pire honte que vous ayez. On parlait des États-Unis. J'ai eu un petit moment de solitude où je leur ai montré. Ils m'ont dit, tiens, tu vas faire un protocole de recherche, montre-nous comment tu fais. Je dis, pourquoi ils veulent que je montre comment je fais? Je fais très bien. Donc j'ai fait ça sur un drap en montrant, etc. Et puis ils me regardent tous. Ils se regardent entre eux, ils me font, ah non, 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 it's not professional. C'est pas professionnel. Là, c'est pas possible, hein. Tu vas regarder dans l'aine du patient, il faut absolument double, triple couche pour cacher les parties intimes. Ça, tu peux pas baisser le pantalon des gens comme ça, c'est juste pas possible. Et là, finalement, ça m'a pris énormément le professionnalisme et savoir ce que on s'estime être normal dans notre vie de tous les jours, mais qui n'est peut-être pas forcément si normal que ça. Et donc ça, je vous assure, j'ai ravalé ma salive, mon humilité avec, et en me disant, bon bah ok, très bien, il y a une belle marge de progression, on va faire les choses de manière un peu plus structurée, plus professionnelle à la mode américaine, quoi. Ok. Quelle est votre plus grande fierté? On peut faire les deux. Ouais, Musicale et... alors, plus grande fierté, professionnelle. Oui. Ouais, ok, professionnel. Médical, je dirais, c'est d'avoir pu porter des résultats de recherche qui impacteront des prises en charge à l'échelon mondial. Hein, sur ma thématique de recherche, je suis premier auteur de recommandations internationales. Quelle chance, c'est inouï. Mais finalement, voilà, je suis responsable de ça et ça pour moi, je me dis que ça a une vraie plus-value. À la fac, c'est de faire ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire de porter mes valeurs en créant être médecin, en me disant on va former les chefs avec le Chief Camp, en créant plein de nouvelles choses et de faire des coopérations en me disant bah tiens waouh ça a du sens et je continue à être dans ma ligne de conduite et ça pour moi c'est ce qui me fait vivre finalement. Donc ça c'est pour moi c'est pas une fierté, c'est un plaisir plutôt. Ok. Voilà. Très beau. Et le plus beau moment de votre vie? Or un moment, je donnais cours aux étudiants et je leur ai dit, étudiants, excusez-moi, il est 10h10, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je suis obligé d'interrompre le cours précocement et la bonne nouvelle, c'est que je vais être papa. Et là, je suis parti et je me souviens très bien, c'était en 4e année, les 6e année, 2 ans après, me disent, alors, et comment va Benjamin? Alors, c'était, voilà, c'est arrivé pour mon fils, mon deuxième, où ils ont vécu une vraie histoire où le prof se barre au milieu du cours parce que j'allais courir parce que ma femme avait perdu les os. Et ça, je m'en souviendrai. Évidemment, pour la naissance de mes 2 filles, avant-après, c'était aussi merveilleux. Mais ça, c'était juste la petite anecdote parce que c'est une anecdote qui vous touche et vous pouvez vous imaginer la situation. Évidemment, mes enfants, c'est des moments qui sont juste incroyables, évidents. Bien sûr. Et pour finir sur une touche assez globale, est-ce que vous pouvez du coup laisser ce que vous voulez transmettre par ce podcast aux futurs étudiants en médecine, aux futurs médecins ou même globalement ce que vous voulez transmettre par ce podcast? Oui, je pense que si vous avez cette chance d'avancer dans la vie et de toucher du doigt la passion, le plaisir, l'envie, et de vous engager dans une voie, mais allez-y à 1000%, allez-y, foncez. Sur un malentendu, ça pourra toujours marcher, comme je disais. C'est exactement ça, en fait, ce qui me fait vivre, et c'est la chance que j'ai. Et je vous la souhaite à tous. Mais comme je disais, tout ne s'est pas fait en un jour. J'en arrive à un stade où tout ce que j'ai pu semer sur mon chemin me permet d'avoir cette reconnaissance et ce plaisir. Et plus la passion grandit, et plus elle grandit. Et finalement, c'est ce cercle vertueux que je vous souhaite à tous. C'est de vous engager, de ne pas limiter vos efforts. Allez-y à fond, parce que plus vous allez semer, et plus vous allez récolter après. Bien sûr. Donc c'est vraiment cet engagement que je vous souhaite. Rome ne s'est pas faite en un jour. Sur ce, je voulais comme le ça je gagne. Ah, t'allais Je voulais dire. le sortir. Je dis rien de plus. Elle est magnifique. Je me tais. On va rester là-dessus. Sur ce, en tout cas, merci beaucoup, professeur Zully, pour ce magnifique moment, toutes vos anecdotes. On a la chance de vous avoir dans l'UE Être médecin et même d'avoir un contact particulier avec vous. Mais vraiment, c'était un super moment. Merci d'avoir accepté d'être avec nous au microscope. Et je vais laisser Tchiski conclure, mais en tout cas,
vous remercie énormément d'être venu. Gratitude. Effectivement, je répète encore parce que je suis vraiment très très heureuse et contente et fière aussi en vrai pour le TCN d'avoir pu vous accueillir ici dans ce cadre-là. Donc merci à vous aussi d'être arrivés jusque-là. C'est peut-être un peu long, mais merci à tous d'avoir écouté. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Ah, on n'avait pas fait un truc, c'était la question. Je pense qu'on fera un deuxième épisode pour la question. Ah là là, ça c'est ouais. Ah là, vous êtes en train de faire un énorme cliffhanger, là. Je Un pense énorme que cliffhanger pour l'épisode 2, là. Bah écoutez, je C'est- dis oui pour l'épisode 2 avec grand plaisir. ça serait Bon. un On honneur. réserve ça. Ouais. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou d'écouter ce podcast. N'hésitez pas donc voilà, à partager un maximum, liker, commenter. Et puis, on se retrouve pour le prochain. À très vite. Salut! Salut.